Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce podcast qui est un extrait de la table ronde intitulée « Concertation citoyenne garantie par la CNDP, le cas de l'incinérateur de Toulouse Mirail ». Cette table ronde a été organisée par la Commission nationale du débat public. Elle s'est tenue au Salon des maires et des collectivités locales 2024. Elle a été présentée et animée par Marc Papinutti, président de la CNDP, et 3 intervenants et intervenantes y ont participé. Je vous souhaite une bonne écoute de cette table ronde. Alors, c'est une séance un peu spéciale. C'est animé et agité par la CNDP, les garants et l'excellente commissaire enquêtrice qui, en même temps, est membre aussi de la Commission nationale du débat public. L'objectif, c'est très simple. On est ici au Salon des maires et on réfléchit ou on a pensé qu'il pouvait être important de vous donner des exemples de la participation et de l'action de la CNDP avec nos garants, avec les élus, avec le public. Et pas simplement en parler comme ça, mais parler sur des sujets. L'année dernière, nous avions parlé de l'eau, on a parlé aussi l'année dernière des mobilités. Aujourd'hui, ce matin, nous, on va parler de la gestion des déchets. Alors, qu'est-ce que c'est que la CNDP? Très rapidement, c'est très simplement quelque chose qui a été créé par le Premier ministre actuel. S'il passe dans les travées, on le saluera volontiers. C'est une autorité indépendante qui garantit un droit individuel. L'objectif est très, très, très simple. C'est celui, d'être informé et surtout de participer aux décisions sur les projets qui ont un impact sur l'environnement. C'est facile à dire comme ça, c'est plus compliqué parfois à mettre en œuvre. Nous agissons avec 4 missions. La première, la principale, c'est organiser des débats, les grands débats publics. Vous avez certainement entendu parler de débats publics. Des concertations, quand c'est un niveau légèrement en dessous et que la commission le décide. On a aussi un apport à faire en expertise sur la participation et puis émettre des avis et des recommandations qui toutes sont publiques, que vous pouvez les télécharger sur le site de la CNDP. Et dans la mission, j'allais dire, qui n'est pas première, mais qui est la vraie mission qui se produit, c'est qu'on concilie le dialogue entre les parties prenantes, entre les porteurs de projets et évidemment avec le citoyen. Et nous faisons cette action avec 6 valeurs que tous les garants, tous les membres de commissions particulières, tous les membres de la CNDP ont, et qui sont assez simples. La toute première, c'est être indépendant de l'État, du gouvernement, indépendant des porteurs de projets. Et c'est pas toujours simple. Ça demande d'avoir des chartes de déontologie. Être neutre. La neutralité, c'est d'ailleurs que nous ne donnons pas d'avis à la CNDP. Les membres de la commission, les particulières, les garants ne donnent pas d'avis. Nous sommes transparents, c'est-à-dire que nous rendons accessibles à tous les publics, tous les éléments possibles. Et je dois dire qu'on sous-estime la qualité de ce qui est accessible. Il y a égalité de traitement, c'est-à-dire que nous ne faisons pas un référendum, c'est pas un vote pour, un vote contre. Chaque participation fait l'objet d'un respect du 5e sujet, c'est l'argumentation, la 5e valeur, c'est-à-dire que c'est la qualité de l'argumentation qui fait les choses. Et puis le 6e valeur auquel je tiens tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. L'inclusion, c'est la capacité pour les uns et pour les autres de participer. Ça, c'était ma petite introduction. On va faire parler maintenant quelqu'un qui n'a pas pu être ici, monsieur Vincent Terrail-Noves, qui est président d'un syndicat, maire de Balma. Je l'ai interrogé pour son témoignage, pour la manière dont un sujet complexe, et vous imaginez vite, parce que c'est un incinérateur, a pu être géré, de voir comment la concertation garantie par la CNDP, et une des garantes est ici présente, et qui nous livre les enseignements qu'il a pu en tirer. Merci. Bonjour, monsieur Vincent Terrail-Noves. Une toute première question assez simple, à laquelle vous saurez évidemment répondre, c'est comment présenter le projet pour lequel vous avez fait cette concertation avec la CNDP? Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Alors,
Tout d'abord, Déco7, c'est un syndicat mixte qui gère le traitement des déchets des 2/3 du département de la Haute-Garonne. Ça représente 8 EPCI, donc Toulouse Métropole, le Sicoval, qui sont les EPCI les plus importants, un bassin de vie d'à peu près 1 million d'habitants. Et à ce titre, eh bien, nous gérons des installations qui permettent de faire 3 types de valorisation de déchets. D'abord, la valorisation organique avec le compost, la valorisation matière avec le tri, et puis de la valorisation énergétique à travers 2 unités de valorisation énergétique ou incinérateurs que nous exploitons. Un qui incinère 190 000 tonnes, l'autre qui incinère 290 000 tonnes. Et sur ces 2 incinérateurs, nous en avons un qui a été construit en 1969, et qui est probablement le plus vieil incinérateur de France. Et la question de son devenir se posait, et c'est dans ce cadre que nous avons fait appel à la CNDP, puisque la question que nous avons voulu mettre en discussion, c'était est-ce que cet incinérateur, qu'on appelle incinérateur du Mirail, parce qu'il est situé dans ce quartier, doit être rénové, ou est-ce qu'il doit être reconstruit, et s'il est reconstruit, avec quel dimensionnement, avec quelle capacité d'incinération. Et ça a été donc tout le débat qui nous a occupé du 20 septembre au 27 novembre 2022 et qui aujourd'hui fait place à une concertation continue jusqu'à ce qu'il soit construit en 2027 ou 2028. Merci beaucoup. Et comment pourriez dire que s'est passée la participation ? Alors la participation, elle s'est bien passée. Ça a été pour nous un challenge d'abord de dédier une personne de notre syndicat au suivi de cette concertation, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de transparence qui est demandé pour le public, et c'est bien ce que nous avons recherché à travers la saisine de la CNDP, c'est qu'il y ait une transparence, une connaissance de tous les documents possibles. Donc régulièrement, le public associé nous pose des questions. Il faut que nous apportions les réponses avec les documents qui étayent ces réponses. La participation, elle a donc été absolument positive. On est allé jusqu'à mettre en place quelque chose d'assez novateur, notamment un panel citoyen avec des gens qui ont été tirés au sort et qui ont été choisis pour s'impliquer dans le processus, et puis des étudiants de l'université de Toulouse également qui ont travaillé sur le sujet. Donc une concertation très très positive du point de vue de la participation, avec une forte mobilisation des associations, notamment environnementales, ou bien des associations qui ont trait à toutes les questions qui tournent autour du déchet. Je pense par exemple à l'association Zero Waste. Et j'ai envie de dire que la concertation s'est bien passée parce qu'elle a été très positive et très constructive, à la fois pour celles et ceux qui y participaient, mais à la fois aussi et surtout pour le syndicat qui l'avait mise en œuvre. Quels enseignements vous en tirez, vous, de cette expérience ? C'est absolument positif. L'idée pour nous et l'intérêt, bien que ça nous demande de l'investissement et du travail, ça il faut pas le cacher, parce qu'on a des garantes qui ont été désignées dans le cadre de la concertation continue qui sont très exigeantes, et c'est pour nous quelque chose de très positif parce que ça nous oblige à nous mobiliser et à aller au fond des choses. Et donc on a une personne, quasiment un effectif, un équivalent temps plein qui est dédié à la concertation. Mais ce qu'il y a eu surtout de très positif, c'est que ça va nous permettre d'arriver à la phase de l'enquête publique, dont généralement on sait que les enquêtes publiques sur ce type d'installation suscitent des oppositions fortes. On aura quelque part déminé toutes les problématiques, et c'est en ça que la concertation est très utile et intéressante. Et puis de façon très concrète aussi, grâce à la concertation, on a pris en compte dans le dimensionnement de notre futur incinérateur, mais aussi dans le choix qu'on a fait, en l'occurrence le choix de la reconstruction et non pas celui de la rénovation, on a pris en compte et on a pris en jeu les attentes du public, notamment sur le dimensionnement. On a réduit, entre ce qu'on proposait au début et la conclusion de la concertation, on a réduit de 240 000 tonnes la capacité du futur incinérateur, qui donc incinérera 240 000 tonnes, en lieu et place aujourd'hui de 290 000, alors que notre population, dans les 15 ans qui viennent, en métropole toulousaine, va exploser. Et puis, nous avons aussi pris en compte le fait de ne pas retenir, dans le cadre du dimensionnement de l'incinérateur, les apports de départements extérieurs à l'Haute-Garonne. C'est quelque chose qu'on avait proposé de faire initialement dans le dossier de concertation, et devant, j'ai envie de dire, les demandes et la mobilisation de celles et ceux qui ont participé, on a renoncé à cela, si bien que le dimensionnement est fait uniquement pour les EPCI adhérents de Déco7
et les partenaires que nous avons, mais qui sont sur le territoire du département de Lot-Garonne. Donc on a pris en compte les attentes et les demandes du public associé à la concertation. Merci. Au-delà, le regard du public par rapport à ce projet a-t-il été changé, modifié suite à votre concertation? Quel est votre ressenti? Absolument. Lorsque on permet aux uns et aux autres d'avoir de la transparence, d'avoir un accès à tous les documents, eh bien, on lève un certain nombre parfois d'idées toutes faites qu'ont les gens, d'idées préconçues. On permet aussi au public de connaître les enjeux du côté de la collectivité, du côté du syndicat mixte. On est dans un véritable dialogue et donc ce dialogue, il est absolument nécessaire, il est utile et ça a été vraiment quelque chose de très positif. Cette concertation continue que nous mettons en place à l'issue de la concertation préalable et avant l'enquête publique, c'est un choix délibéré de Déco7 de le faire puisque nous n'étions pas tenus par des objectifs réglementaires et ça va nous permettre notamment d'associer des instances qui existent déjà, comme par exemple le comité de suivi de site, la commission des services publics locaux. On a créé un comité de pilotage qui va s'emparer de problématiques nouvelles, comme par exemple toutes les questions de santé et toutes les questions environnementales. On va aller plus loin aussi, puisque dans le cadre de la concertation continue, on s'est engagé à présenter des études alternatives de terrain pour l'implantation du futur incinérateur. Donc voilà, c'est à la fois la transparence, à la fois l'association du public, et ainsi on a comme objectif d'aboutir à la fin à un choix qui sera un choix partagé par le plus grand nombre, en tout cas pour lesquels les oppositions seront d'une part déminées et puis d'autre part le moins importante possible. Merci effectivement de ce témoignage. Je vais tout de suite demander à Audrey, qui est déléguée de région Occitanie pour la CNDP, Audrey Richard-Ferrugi, et qui a été la garante, une des garantes avec Isabelle Barthes. Comment vous expliquez ce qui a bien marché pour la participation du public et comment vous avez vécu ça? Merci. Voilà, donc je suis une des deux co-garantes présentées donc par Monsieur Terrainoves comme exigeante en fait. Donc peut-être vous dire quelques mots comment nous ça s'est passé du point de vue de la concertation, enfin du droit à l'information, à la participation, et peut-être l'exemple de recommandations que l'on peut faire chemin faisant auprès du maître d'ouvrage. Juste pour resituer, cela a été dit, on est au moment de la concertation continue. Donc il y a eu une saisine du fait de la dimension du projet, une concertation préalable qui a donné lieu à une décision de Déco7. Ça a été présenté par Monsieur Terrainoves. Et aujourd'hui, on est dans cette phase de concertation continue. Donc entre cette décision et finalement l'enquête publique pour laquelle je passerai après le relais. Et c'est une phase assez intéressante parce qu'elle est longue dans le temps, elle se fait en parallèle avec les études, donc il y a quand même des spécificités dans la manière d'organiser la concertation et dans les recommandations qu'on peut faire. Un premier point, c'est par exemple dans cette concertation continue, vraiment veiller à associer les publics aux choix structurants. En pratique, c'est quoi? Il y a un comité de pilotage donc qui participe, qui a donné lieu par exemple à un groupe de travail sur l'étude des sites alternatifs. Ça a été évoqué. Étudier les sites alternatifs, ça fait partie des études obligatoires. Mais là, la définition du cahier des charges de cette étude, le suivi de l'étude, c'est fait dans un groupe de travail qui implique des représentants associatifs et des citoyens. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment ouvrir les différentes questions qui sont posées à ce stade. Un autre point, par exemple, c'est un webinaire qui a eu lieu sur la DSP pendant l'appel d'offres. Donc là, c'était une recommandation pour vraiment répondre à des demandes de précision d'information. Il y a une vigilance pour, bien sûr, du point de vue juridique, si certaines questions ne pouvaient pas être répondues, elles n'ont pas été répondues. Mais on voit bien la spécificité dans ce temps-là, par exemple, de créer un webinaire où on peut discuter du modèle économique derrière une DSP, où on peut discuter de tous ces sujets. Deuxième point marquant et important, c'est que dans cette concertation, il y a une association des quartiers riverains dans la concertation et des modalités pour aller vers un large public. En pratique, vous voyez deux photos, par exemple, des modalités. Donc là, c'est le directeur de Déco7 qui est au Clean-up Day, en interaction avec un jeune public. On va avoir des retours aussi sur le projet. Où là, c'est une réunion qui était dans un quartier riverain, La Fourguette, en présence d'Atmo Occitanie qui présentait des résultats d'analyse. En fait, il y avait une discussion aussi sur l'endroit où implanter, par exemple, les points de mesure dans le quartier. Donc cet enjeu, bien sûr, d'impliquer les associations et les habitants des quartiers riverains également au-delà. Un projet d'incinérateur, c'est un sujet sensible.
en particulier sur les enjeux de santé environnementale. Et la concertation continue permet de renforcer la concertation, d'approfondir ces sujets sur les questions de qualité de l'air, sur les questions d'impact. Donc progressivement, en fait, ont lieu différents temps qui répondent aux interrogations fortes du public sur les émissions de l'UVE et sur leur impact. En pratique, qu'est-ce que c'est ? Ces modalités, c'est un groupe de travail, par exemple, sur la qualité de l'air. Ce sont des réunions publiques où sont partagées ces informations. Mais c'est également nourrir le dialogue, développer le dialogue avec les autorités sanitaires, au-delà du maître d'ouvrage d'Ecocet, qui évidemment n'a pas toutes les clés sur ces sujets-là. Dernier point sur lequel peut-être on souhaitait appuyer les garantes, c'est la question finalement de l'articulation de cette concertation sur le projet de nouvelle usine avec d'autres concertations sur le territoire. Puisque évidemment, il se passe, on poursuit cette concertation dans le temps jusqu'à l'enquête publique, mais en parallèle, en ce moment, par exemple, il y a la concertation sur le PLPDMA de Toulouse Métropole. Il y a, M. Terrail-Nouvelle l'a évoqué, les CSS qui fonctionnent, les commissions de suivi de site, les CSSPL. Comment on articule ces différents temps, ces différents espaces? Et c'est une vraie attention des garantes. Alors, à minima, c'est de pas mettre des réunions le même jour, puisque certains vont participer aux deux. Mais bien évidemment, c'est d'être dans cette dynamique sur la question des déchets pour avancer, pour capitaliser. Et ça répond à une demande forte du public qui a été exprimée lors de la concertation préalable, en particulier par les membres du panel citoyen, mais qui continue à être exprimée de manière forte pendant toute la concertation continue. C'est une attention non seulement à ce projet, mais à la prévention et à la réduction des déchets à la source de manière large et aux moyens de la mettre en œuvre. En pratique, ça a été par exemple d'ouvrir la concertation sur le schéma stratégique de Decosset, c'est-à-dire d'aller au-delà finalement de temps. Decosset est allé au-delà, on ne discute pas uniquement du projet, mais c'est ouvrir d'autres espaces pour répondre à ces demandes du public. Voilà, donc c'était des points un petit peu rapides. En tant que garant, selon le principe de transparence, on publie des bilans publics régulièrement. Donc il y en a eu 2, vous voyez, aux différentes étapes. Et on va faire ça jusqu'à l'enquête publique, annuellement et à la fin de la concertation continue, avant de passer le relais au commissaire enquêteur, au commissaire enquêtrice. Merci beaucoup Audrey. Marie-Céline Battesti, vous êtes présidente de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, je ne me suis pas trompé. Non. Et vous êtes en même temps membre de la CNDP, représentant les commissaires enquêteurs, ce qui est en fait, vous êtes au moment de l'enquête publique, notamment l'enquête publique environnementale. Quelle est la complémentarité sur la concertation du public qu'on a pu réaliser en amont? Merci beaucoup. On va faire un petit point en effet sur aujourd'hui ce qu'on appelle le continuum de participation, et donc c'est bien la question de comment associer le public au tout début de l'idée même du projet. Et donc là, on est en effet sur de la concertation ou du débat public jusqu'à l'enquête publique. L'enquête publique qui est un moment conclusif, finalement, on va en parler, et qui est un moment qui doit permettre notamment de prendre l'avis et le pouls du public avant une prise de décision. Là, je vous remettais un extrait du guide de la participation du public, notamment dans le cadre de l'évaluation environnementale. Et il est vrai que tout ça, ça peut paraître complexe, mais même pour les décideurs et ceux qui écrivent les textes, on assiste à une complexité quand même de la participation du public, complexité qui est du coup appréhendée par le public, qui ne sait pas toujours à quel moment on se trouve et ce qu'on attend de lui ou ce que lui peut attendre des différents acteurs ou comment il peut agir sur le projet. Complexité aussi vue par les différents acteurs et les porteurs de projets eux-mêmes. Donc en effet, tout ça peut paraître complexe, mais on est là, aussi bien les garants et les commissaires enquêteurs, pour rendre ça plus simple. Sur la continuité de la participation, comment en fait à l'enquête publique on va venir se nourrir de tout ce qui a été dit. Quand on a eu une phase amont de participation, que ce soit de la concertation ou du débat public, entre la CNDP et la CNCE, on a mis en place un certain nombre de lignes directrices. Parce que même si nous sommes des acteurs différents, nous intervenons sur les mêmes projets à différentes phases de maturité. Et donc, il nous paraissait important pour nous de faire une passation entre ces phases et l'enquête publique, pour que l'enquête publique ne soit pas isolée, mais soit bien un moment en fait de recueil de l'ensemble de la vie du projet, de tout ce qui a pu se passer en termes notamment de participation du public. Donc à la phase d'enquête publique ou de consultation du public, on va en parler, on est juste avant la prise de décision. Elle a notamment pour objet d'éclairer
le décideur et d'être certain que finalement tous les enjeux de territoire ont bien été pris en compte. À l'enquête publique aussi, on est sur un stade plus avancé du projet et donc on a à notre disposition notamment l'étude d'impact, l'évaluation environnementale, des avis de personnes publiques associées, de personnes publiques consultées, de l'autorité environnementale. Donc on dispose de quelque chose de plus complet que sur des phases qui se sont passées précédemment. Un petit focus, parce que ça peut paraître parfois compliqué de faire la différence entre des acteurs. Quelque part, nous, on a envie que ça se passe bien et que le public, il ait la même qualité d'intervenant face à lui, mais il y a bien une différence aujourd'hui entre des garants nommés par la Commission nationale du débat public et des commissaires enquêteurs, qui eux sont principalement en fait des acteurs de territoire désignés localement par un tribunal administratif. Ce qui va différencier notamment ces deux acteurs, c'est que le commissaire enquêteur, lui, il a une mission où il va aller au fond du dossier et il va émettre un avis, il va se prononcer. Donc à un moment, le commissaire enquêteur, il va quelque part enlever sa peau de neutralité et il va apporter des éléments au décideur pour lui dire voilà comment tout cela s'est passé et voilà moi ce que j'ai vu comme difficulté par rapport au projet ou comme point hyper bénéfique et en tout cas à prendre en compte certainement dans l'autorisation qui sera délivrée. Donc vous avez bien deux types d'acteurs différents mais qui sont là et qui se passent le relais et nous on fait en sorte que ça soit le plus transparent possible. Sur, en tout cas, ces procédures de participation, il y a des tentations fortes de réformer tout cela. Et là, vous avez à l'écran un certain nombre de rapports qui étaient venus préconiser justement des choses sur comment redonner aujourd'hui plus de place à la démocratie de proximité. Et c'est vrai que on attend énormément de choses aujourd'hui de nos procédures et de nos actions en matière de participation du public. On attend tout d'elles. Est-ce qu'elles peuvent tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous les acteurs, on est là pour que les choses se passent bien et que le public puisse donner son avis. Un petit focus sur une réforme d'ampleur qui est la réforme issue de la loi Industrie verte. Donc cette question de comment accélérer les procédures et notamment réindustrialiser aujourd'hui le territoire. Vous allez voir, vous les décideurs, que dans les territoires, on va avoir une nouvelle procédure qui va venir remplacer l'enquête publique pour les autorisations environnementales et on va avoir un temps de participation différent. On aura 3 mois de consultation du public, 3 mois en interaction avec les territoires, les porteurs de projets et on espère justement que cette nouvelle dynamique proposée dans le cadre de cette réforme permettra justement de mieux nourrir in fine vos décisions et la façon dont le public peut participer à la qualité de la décision finale. Donc des acteurs différents, mais des acteurs aujourd'hui en cohérence et en corrélation, qui sont là dans les territoires aussi en appui. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On sera là pour vous accompagner et vous conseiller pour que la participation du public ait lieu et ait lieu dans de bonnes conditions. Merci Marie-Céline. Alors, y a-t-il déjà des questions dans la salle? Oui. Juste pour bien comprendre, qui est-ce qui a initié la démarche? Qui a demandé à ce que le CNDP puisse s'investir sur ce dossier? Dans le cadre du projet d'incinérateur, alors initialement c'était une saisine obligatoire par rapport au montant du projet. Donc dans ce cas-là, le maître d'ouvrage saisit la CNDP qui décide si c'est un débat public ou une concertation préalable avec garant. Et là, c'est la Commission nationale qui se réunit sur proposition du bureau de la CNDP et qui, au-delà d'un simple débat, échange sur le dossier. Il a été instruit par nos services et on présente une option et où on choisit une option à la fin d'un long échange. Il y a des seuils, donc des seuils minima où la saisine n'est pas obligatoire, des seuils où la saisine est absolument obligatoire et fera l'objet d'un échange. Il y a des seuils intermédiaires. Et sur 10 catégories bien variées qui vont des tramways à des installations industrielles, à des incinérateurs. Voilà. Ce qui est important, c'est que la saisine est faite par le porteur du projet. Le premier point, c'est il faut d'abord que le porteur du projet ait envie de le faire. Très souvent, c'est pas le côté obligatoire qui pose le sujet. On a avec des grands maîtres d'ouvrage comme EDF, on a l'habitude de saisines qui sont pas des saisines obligatoires. Et à l'inverse, les industriels qui arrivent pour créer un gigafactory sont pas habitués, venant de Taïwan ou autre, à ce process. Ils ont été à Choose France et ils connaissent pas tout le process.
Nous avons, donc ça va d'autoroute ou de LGV qui durent 15 ans à des sujets industriels où les décisions peuvent être assez rapides. Voilà. Si je peux compléter, votre question est vivement intéressante parce qu'il y a aujourd'hui des saisines volontaires aussi, en tout cas pour la concertation continue ensuite, comme c'est le cas, ou sur des missions de conseil. Donc là, en tant que délégué régional, moi, de plus en plus, j'ai face à moi des maîtres d'ouvrage qui se retrouvent en se disant « Ouh là là, je sens qu'il y a un blocage qui pourrait arriver ». Donc ce serait intéressant d'anticiper et vraiment de prendre le temps de cette concertation amont avec des garantes, pour aller, voilà, y compris sur des projets. Moi, j'avais une mission, par exemple, sur la maison du littoral, c'était le département. Le projet n'était pas suffisamment avancé pour savoir si c'était soumis à évaluation environnementale ou pas, donc on rentre pas dans des champs de quel que soit le montant, et ils ont saisi la CNDP sur une mission de conseil. Et je dois dire que ces missions de conseil, on les fait avec enthousiasme, parce que nos garants, ça les conforte dans le rôle de garant, et ça les conforte dans la préparation d'un maître d'ouvrage à être prêt à faire des choses. Et je dois ajouter une deuxième chose, c'est que tout ça c'est gratuit, les garants sont payés par la CNDP, et donc il n'y a pas de charge pour les collectivités qui font ces questions. D'autres questions? Alors moi j'en ai une quand même. Sur l'incinérateur, quelle a été la mobilisation du public? Alors évidemment, ce type de projet va mobiliser. Vous avez vu une photo par exemple d'une réunion qui peut avoir lieu dans les quartiers, puisqu'il y a des vraies questions par rapport à l'impact sur la santé. Des mobilisations aussi, parce que cet incinérateur alimente le réseau de chaleur qui alimente une partie de Toulouse. Donc on va avoir des mobilisations liées à ça. Après, voilà, on a une grande variété. On n'est pas en nombre, surtout sur des phases de concertation continue, vous voyez, où on a un certain rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est sans arrêt d'aller vers différents publics ou des publics éloignés. Il y avait une photo auprès d'enfants. Il y a eu des activités, par exemple, à l'INSA. Tous ces moments-là sont intéressants parce que ça offre aussi des regards sur le projet différent. Je me souviens une fois d'un agent d'Écossette qui me disait « mais j'ai entendu des choses qui m'ont interpellé ». Et finalement, dans la concertation continue, jusqu'à l'enquête publique, ce qui est intéressant, c'est de créer ces espaces d'information, de participation pour que le projet continue à évoluer avec le public, que la concertation, les études se nourrissent mutuellement. Évidemment, il y a des sujets très sensibles. La question des sites alternatifs, voilà, on voit bien que c'est un sujet potentiellement conflictuel, avec beaucoup de défiance, où le public va dire « mais attendez, vous savez très bien que vous allez le faire là, pourquoi vous nous dites que vous étudiez des sites alternatifs ?» Donc comment on se donne les conditions en démocratie pour vraiment que ce ne soit pas une obligation d'étudier des sites alternatifs, mais qu'on se donne les conditions que cette étude nourrisse le processus de décision en toute transparence et la décision in fine des élus de DECOSET. J'avais une deuxième question pour vous deux, qui est assez simple. On a bien parlé de ce continuum. On a une première phase de concertation, elle est vive parfois, elle change le projet, elle modifie les choses. On rentre dans un cycle plus tranquille, la concertation dite continue. Tranquille, mais les choses évoluent quand même, ça a été dit, les dossiers avancent, etc. Et on va passer à l'enquête publique, nouveau style, pour la partie environnement. Ma question, elle est, parce qu'on l'a fait sur une enquête industrielle, mais est-ce que c'est un peu un systématisme qu'on pourrait demander, c'est que le garant de la concertation continue, lorsque le préfet lance présente tout ce qui a été fait avant et qui n'est pas une sorte de trou. Oui, moi je pense qu'il est très important parce que ce sont des projets, quand ils font l'objet d'une phase comme ça de participation continue, ça peut durer des années et il se peut aussi que les personnes qui aient participé au début ne soient pas les mêmes finalement qu'on va retrouver à l'enquête publique ou à la consultation du public. Et on a un vrai enjeu, c'est comment on permet aujourd'hui au public d'accéder correctement à cet historique, aux décisions qui ont été prises. À l'enquête publique, on voit souvent des personnes qui nous disent « j'étais pas au courant ». Alors qu'en fait, pendant des années, il y a eu des choses qui ont été mises en place dans le territoire. Donc c'est que collégialement, on a bien en fait quelque chose à construire pour que ça soit plus vivant et facilement accessible, qu'on ait justement toute cette historique. Et c'est comme ça aussi qu'on est venu façonner aujourd'hui nos territoires et l'aménagement du territoire. Et ça, c'est particulièrement finalement compliqué à retracer. Les données existent, mais elles sont éparpillées. Et face au public, moi je pense que c'est important en effet qu'à un moment, sur cette passation entre deux phases, on soit capable d'avoir les acteurs, les deux, le garant et le commissaire enquêteur, présents pour que, le garant redise où on en est
À quoi a servi la concertation? Quelles sont les options qui ont prospéré? Et pourquoi aujourd'hui on se retrouve à l'enquête publique avec un projet, le projet qui a été étudié suite justement la variante, le projet qui a été étudié à la suite des phases de concertation. Moi, je pense que c'est hyper important et qu'on devrait systématiser une réunion publique de passation pour que chacun explique ce qu'on attend du public et pour expliquer justement qu'à l'enquête publique, c'est encore possible de faire évoluer les choses et qu'on attend de l'expertise citoyenne qu'elle puisse améliorer les projets. Faisons-nous confiance. Faisons confiance au public dans l'expertise qu'il peut apporter de son quotidien. Quand votre bureau d'études, il est parfois éloigné du territoire ou qu'il est venu faire finalement 2 passages ou 3 passages, est-ce qu'il connaît de façon approfondie ce qui se passe en termes de vécu, de ressenti des habitants ou d'énergie ou de mobilité dans le secteur? Pas forcément. Faisons confiance à cette expertise citoyenne qui finalement est accessible gratuitement et nous, on n'est là que pour la mobiliser. Faisons confiance à cette expertise citoyenne pour venir améliorer les projets. De plus, peut-être reprendre cet exemple d'étude des sites alternatifs où on voit bien là toute la continuité et l'enjeu. À nouveau, c'est une obligation réglementaire, mais est-ce qu'on le prend comme une obligation réglementaire ou vraiment l'occasion de collectivement discuter du meilleur emplacement possible, considérant tout un jeu de contraintes et des choix politiques forts? Voilà, Monsieur Terray-Nouvelle disait il y a un changement du dimensionnement de l'usine suite à la concertation préalable. On a choisi que le périmètre se limite au département. C'était vraiment des discussions politiques fortes sur la gestion des déchets, non seulement du point de vue d'experts d'usage, mais également d'un point de vue citoyen. Et les citoyens du panel avaient vraiment des termes assez forts en disant aux élus, mais il faut être ambitieux sur ces sujets. Il faut être ambitieux et il y a vraiment des questions de solidarité territoriale, des questions de dimensionnement, quelles ambitions on se donne collectivement. Et sur tout le processus, on a cette vigilance aussi d'inclure sans arrêt les nouveaux venus. Là, Toulouse, il y a une croissance démographique, donc il y a des nouveaux venus, des nouveaux dans le quartier. Les garants sont vigilants, mais c'est toujours cette attention, comment on informe, on crée des espaces pour que tout citoyen, toute citoyenne puisse être informé, s'impliquer jusqu'à l'enquête publique. Et on trace aussi, on fait des bilans pour tracer, verser tout cela. On doit aussi rendre des comptes au public, le décisionnaire, mais les garants aussi dans nos bilans. On rend des comptes au sens que comment s'est passée la concertation et vraiment dans un respect de la parole citoyenne. Le public, c'est celui qui va challenger aussi les projets. On sait comment c'est quand on est porteur de projet. On regarde, est-ce que le terrain est disponible? Est-ce que j'ai les financements? En fait, on part souvent de la contrainte en entonnoir pour arriver au projet. Sauf que le public, en fait, il part pas du tout avec cette vision-là. Il part avec ses besoins, ses envies. Et du coup, il réinverse le processus, il réinterroge. Et ça permet aussi d'ouvrir les possibilités et les solutions, parfois des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Mais on sait très bien aujourd'hui qu'on est dans un monde tellement contraint, réglementairement, financièrement, que parfois, ça nous oblige à réfléchir d'une certaine façon. Et le public, justement, il est là pour nous dire, mais en fait, il faut rêver. Et il faut rêver grand. Et donc, c'est un vrai challenger aussi, le public, je trouve, sur ces procédures de participation. Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi pour faire de meilleurs projets. Un dernier petit mot, parce qu'il y a quand même notre enthousiasme. Mais évidemment, on y croit. Mais évidemment, ça reste des projets conflictuels. Mais le conflit n'est pas nécessairement de battre le fer. Il y avait un temps en septembre, c'est posé sur la table et les associations se le disent, on n'est pas d'accord, on a une vision différente, mais on se donne les moyens de partager l'information, d'approfondir, typiquement sur les sites alternatifs, pour in fine que la décision publique ait toute sa substance. Bien, on va devoir vous laisser. D'abord, je voulais remercier nos 2 intervenantes, ainsi que le maire qui était là tout à l'heure à distance. Je voudrais dire que ces concertations, cette participation du public, c'est dans l'ADN de la CNDP. Et merci à tous. Je vous souhaite à tous un bon salon des maires et puis à bientôt sur le stand. Chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un nouveau podcast.